Aujourd'hui à Info7 en ce 11 octobre 2024, Sacré-Cœur inaugure leur cours d'école. Retour sur l'inauguration du frigo communautaire à Sacré-Cœur et sur l'événement Mangeons local à la ferme Laurentelle de Longrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. C'était l'aboutissement d'un projet collectif et rassembleur à Sacré-Cœur mercredi dernier avec l'inauguration de la cour d'école Notre-Dame du Sacré-Cœur après 5 ans de travail et de mobilisation de la part des partenaires du milieu et l'essentielle participation du ministère de l'Éducation du Québec. Évalué à près de 265 000 $, ce projet communautaire renforce le sentiment d'appartenance du milieu et contribue à développer la fierté collective. Mais je suis tellement contente. Quand il y a la belle température, c'est les soleils. Alors, c'est facilitant. C'est certain que ça donne un aspect un peu plus joyeux. Mais je suis contente que les partenaires financiers sont présents pour qu'on puisse les remercier puis que ça soit pas juste la direction qui le fasse, mais toute l'équipe école avec ce que vous avez vu, les élèves qui sont là puis qui peuvent montrer à quoi ça sert l'investissement d'argent. Parce que souvent, on va donner des sous, mais on va peut-être pas toujours le voir. Ça peut être juste sur papier. Fait que ça, je suis vraiment contente de ça. En parlant de financement, justement, quel montant qui a contribué à faire le montant final de 267 000 $? C'est tous les partenaires financiers qui ont été nommés. C'est sûr que le ministère de l'Éducation en donne une bonne partie avec la MRC, bien entendu. Puis on a d'autres partenaires, municipalités, le groupe Boissaco, groupe Sacopan, j'espère que j'en oublierai pas. Oui, mais on a eu aussi de la Caisse populaire des Jardins, Bulga Ultra Trail, et on a eu aussi, quand on a fait le véloton, on a eu tous les commerçants du village qui ont donné des sous. Ça a permis d'avancer le 25 000 $ qui était très, très important pour nous. Là. Alors, on a eu un arrêt pendant comme 2 ans. Et aussi, ce qui a été un petit peu plus difficile dans les dernières années, ça a été de trouver quelqu'un qui pouvait le faire au bon moment qu'on voulait. C'est pour ça que ça a été retardé d'une autre année avec les gens de la construction pour venir faire les travaux. Alors, c'est pour ça que ça a été aussi long, mais ça nous a permis de ramasser encore plus de sous parce qu'on a eu d'autres dons à travers qui se sont ajoutés à ça, qu'on a pu ajouter, par exemple, du matériel, des choses pour jouer dans le carré de sable ou des choses comme ça. Mais avant, tout ce qui était au fond de la cour d'école, les anciens modules de jeu étaient là. Tout ce qui était en fer ou en métal, c'était des modules de jeu qui étaient déjà là. Alors, on est parti de là pour compléter. Mais principalement, c'est vrai que la partie d'asphaltage, c'était vraiment un plus. Notre piste d'athlétisme et aussi notre classe extérieure, un lieu ombragé où est-ce que les jeunes peuvent se recueillir quand ils veulent être calmes, quand ils veulent lire, quand ils veulent être entre amis. Ça peut faire une petite salle de spectacle aussi. Fait que ça, c'est vraiment amusant. Puis derrière, on a du rangement, on a l'électricité qui est là pour un futur projet d'avoir un écran pour projeter aussi. Alors oui, puis le panier de basket aussi qui est là-bas, ça c'était un incontournable demandé par des garçons là, qui attendaient impatiemment, mais ces jeunes-là, on les revoit le soir. Je viens pratiquement faire un tour à tous les soirs pour voir comment ça se passe dans la cour d'école parce que mon souci comme directrice d'école, c'est que je veux pas juste que ça se passe bien le jour, je veux que ça se passe bien le soir puis que les jeunes soient vraiment conscients que ça leur appartient. Il ne faut pas oublier le banc de l'amitié. Quelle belle idée! Oui, alors puis là, derrière ça, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais j'ai une équipe de personnel qui ont des bonnes idées puis qui veulent. C'était des choses qu'on avait vues ailleurs, mais on voulait vraiment y donner un aspect particulier aussi, juste être capable de jaser puis d'exprimer qu'est-ce qui va pas. C'est pas obligé qu'il y ait eu une chicane ou qu'on soit tout seul parce qu'on est rejeté par d'autres. On veut vraiment faire en sorte que ce banc-là serve vraiment à « j'ai de la peine, je peux-tu le raconter à quelqu'un » ou « c'est passé de quoi aujourd'hui ». Donc, pas juste pour le jeu, mais aussi pour aller combler d'autres besoins chez nos élèves. Fait que, oui, je suis bien contente de ça, mais c'est les enseignantes qui sont derrière ça, pas moi. Au mois de juin, tout était pratiquement terminé. Oui, parce qu'il y a eu une première phase qui était l'asphaltage, tout le décapage de ce qu'il y avait avant. Et tout l'aménagement de la piste d'athlétisme plus l'asphalte, puis après ça aussi la tour, puis arroser aussi là, pendant l'été pour être capable d'avoir une belle verdure quand on allait revenir, puis ça allait pas être pilé par les enfants. Alors, puis la classe extérieure aussi qui s'est faite très, très tardivement, comme je disais tantôt, parce qu'il faut aussi trouver des gens qui puissent faire la construction, là.
Alors oui, on est vraiment, vraiment contents de tout ça. Puis c'est ça l'accomplissement le plus. Puis il y a quand même cette année, dernière minute, que j'ai fait faire le carré de sable parce que ça faisait partie du projet aussi initial. Alors on tenait à ce que tout soit fini avant l'inauguration. Alors on donnait un dernier petit blitz. C'est un très beau projet. Pour nous, au niveau de l'AMRC, c'était dans le cadre des projets structurants. Alors, on comprend que c'en est un. C'est toute la jeunesse. Je le disais dans mon allocution, une école, une école primaire au sein d'une communauté, c'est un joyau, c'est précieux. C'est aujourd'hui, c'est la réalité, c'est le quotidien d'aujourd'hui, mais c'est le devenir de nos communautés. Et de faire une cour d'école comme celle-ci, beaucoup de verdure, des jeux, tous les jeux possibles, même des espaces sans jeux, des espaces où les jeunes donc peuvent se retirer dans le calme. Bien, c'est une offre de services variée pour que les jeunes y trouvent leur passion, faire des apprentissages, la socialisation, mais en même temps un moment de solitude. Alors, je trouve que c'est un projet qui est complet dans tous ses aspects. Et les jeunes qui ont participé, la communauté a participé, des partenaires financiers. Alors, que dire de plus? La MRC, elle accompagne ces projets-là. C'est structurant et c'est dynamique. Il fut un temps où la réaction aurait été probablement, ça appartient à l'éducation et non pas au monde municipal. Mais avec les années, on travaille de façon différente, dans une vision différente de partenariat au sein des communautés. Et ce qu'on voit là, c'est les grands réseaux, éducation, affaires municipales, mais les entreprises privées, la participation des jardins, Bois-Saco avec ses filiales et les jeunes eux-mêmes, la communauté, les enfants, les professeurs. Alors, quand on a ce partenariat-là, maintenant, on va de l'avant. Les conditions, c'est d'avoir un partenariat, que ça soit structurant, que ça réponde aux besoins, qu'on prenne le temps de bien structurer. On le sait, là, ici, là, ça a été des années de travail, mais quand le projet est rendu à maturité, on est prêt à y aller. Le 19 septembre dernier, à Sacré-Cœur, a eu lieu l'inauguration du frigo communautaire situé à l'extérieur du Centre des femmes. Un frigo accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un projet initié par l'Alliance des femmes qui est 100% gratuit. Le tout en fonction grâce à l'aide financière recueillie auprès de partenaires. Le frigo est maintenant en fonction depuis déjà quelques semaines. Écoutons la travailleuse de l'Alliance des femmes, Mme Joanne Bouchard, nous en parler. On est fiers. Dorénavant, la population de Sacré-Cœur aura accès à un frigo communautaire où elle pourra prendre de la nourriture à leur guise si elle en a besoin. Le frigo communautaire, c'est pour ne rien perdre et éviter le gaspillage de la nourriture. Ça sera 100% gratuit et bénévole pour l'implication. Les gens pourront apporter de la nourriture et en prendre selon leurs besoins, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'était bien important pour nous que le frigo communautaire soit accessible en tout temps et pour l'ensemble de la population de Sacré-Cœur. Madame Claudie Ovington nous explique entre autres comment le projet a été mis sur pied. C'est né du comité de développement social avec la MRC. Dans le fond, tous les partenaires des organismes communautaires, puis les partenaires se sont rencontrés, puis ils ont demandé aux communautés nourricières, ils ont eu un projet, puis ils ont acheté un frigo et un congélateur dans chacune des municipalités. À Sacré-Cœur, il était situé à l'Aréna, en haut de l'Aréna, fait que c'était barré, fait que les gens, pour y avoir accès, devaient prendre un rendez-vous. Fait que ça fonctionnait plus ou moins parce que là, les gens ne veulent pas être identifiés non plus. Quand tu vis de la pauvreté, tu ne veux pas nécessairement être identifié. Fait que ça marchait plus ou moins. Fait qu'on a décidé, on a parlé en équipe de travail, on a regardé avec Geneviève Dieck de la MRC, puis on a décidé de le prendre ici au Centre de femmes. Par contre, on est ouvert 4 jours, nous. Fait que si on l'aurait mis à l'intérieur, il aurait été pas plus accessible. Fait qu'on a eu la bonne idée de demander des demandes de subventions à plein d'organismes, plein de partenaires pour faire un abri extérieur pour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au début, il était supposé d'être collé. On avait pensé le coller après la bâtisse.
Fait qu'on avait demandé une soumission à l'entrepreneur pour ça. Puis quand on est allé voir la municipalité, il a dit c'est impossible, une dépendance, il faut que ça soit plus loin. Fait qu'on a refait notre travail, on a refait venir l'entrepreneur. Là, ça coûtait des sous supplémentaires parce que c'est chauffé éclairé. Ça fait que là, il fallait qu'il passe un fil souterrain. L'électricité, ça nous a pris une boîte électrique de plus parce qu'on avait quand même un frigo puis un congélateur. Fait que, puis un mur supplémentaire. Ça fait qu'on a redemandé des sous au niveau de la MRC, dans le fond, dans le FKIS. Puis on a eu ce qu'on a demandé, là, honnêtement, là, auprès de tous nos partenaires. Tout le monde a répondu positif, là. Puis là, vous disiez tantôt, vous étiez les seuls en Côte-Nord à avoir une installation comme celui-ci? Oui, on est les seuls à avoir un abri extérieur parce que les autres ont ça dans les organismes. Fait que, comme les municipalités, il y en a plusieurs qui l'ont dans les municipalités, là, mais nous, c'est extérieur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vu qu'on a un congélateur et on a un frigo, ce qui est le fun, je ne sais pas s'il y en a plusieurs municipalités qui ont les deux, là, mais nous, on voulait avoir les deux parce qu'on voulait offrir plus de choses. Fait qu'on a... ce qui est congelé au niveau de la viande de bois, ils vont pouvoir venir emporter. Les poissons, ils vont pouvoir mettre ça dans le congélateur. Comme là, comme vous voyez, là, il était quand même assez rempli par la municipalité qui était venue nous donner de la nourriture. Ça fait que, puis le frigo, ben ça va être pour les jardins, pour les fruits, légumes, les soupes, les gens, mettons, les gens vont avoir des portions de plus, ben pouf, ils vont pouvoir venir le porter dans le frigo. Puis on a de la nourriture sèche, fait qu'on a des tablettes pour qu'ils viennent porter la nourriture sèche, les pâtes alimentaires, le canage, etc. C'est ceux qui en ont besoin, les familles, que vous soyez une famille, que vous soyez une personne seule, une personne plus âgée, vous pouvez passer, vous venez. L'important, c'est d'en prendre comme vous voulez. T'sais, comme vous en avez besoin, il faut penser aux autres, il faut en prendre, puis pas trop. Tu sais, il faut se dire, bien, après ça, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va passer, qui va en ramasser, ça fait que ça serait le fun qu'il en reste un peu pour tout le monde. Fait que... Et là, c'est gratuit, hein, c'est ça? Oui, c'est gratuit. C'était la 20e porte ouverte sur les fermes du Québec organisée par l'UPA le 8 septembre dernier, dont faisait partie, pour une première fois, la ferme Yves-Laurencel de Longrive. La ferme nous a offert, entre autres, une visite, dégustation et jeux gonflables pour les plus petits. Également, des kiosques étaient installés pour les personnes désireuses de connaître de nouveaux produits. Écoutons le propriétaire, M. Laurencel, nous parler de l'importance d'une telle journée en tant que producteur. Bien, écoute, l'important, c'est de donner la chance aux gens de venir voir ce qui se passe sur nos fermes au Québec. Moi, je suis la seule ferme sur la Côte-Nord, mais il y en a 49 à grandeur de la province. Puis on ouvre nos portes aux gens pour qu'ils viennent vivre une journée, voir c'est quoi notre quotidien, avec quoi qu'on travaille, les animaux. Puis moi, aujourd'hui, il y a un petit plus. Il y a 10 exposants, d'autres producteurs, des maraîchers, fait qu'ils viennent, après ça, des gens qui font du bleuet, puis ils viennent expliquer leur enjeu, puis c'est quoi leur quotidien, puis faire goûter le produit. Bien, parle-nous-en un peu, justement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? C'est quoi les activités et tout? Bien, aujourd'hui, la visite de la ferme, qu'on puisse discuter avec les gens voient les animaux, après ça, les exposants. On a 10 exposants producteurs. Puis après ça, on a les jeux gonflables pour les enfants, on a le fameux maïs qui a été commandité, le maïs de Neuville, des pommes, les hot dogs, tout gratuit. C'est offert gratuitement par l'UPA provincial. Fait que c'est pour faire connaître puis que les gens viennent s'amuser sur les fermes, l'histoire d'une journée. Là, Mangeons local, c'est quand même quelque chose que ça fait longtemps que c'est en place. Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu le fais aussi? Moi, c'est la première année que je suis... ça fait 20 ans, Mangeons local. Moi, c'est la première année que je reçois chez nous. Fait qu'on essaie de ne pas aller aux mêmes endroits. T'sais, on essaie d'avoir du monde qui passe d'une ferme à l'autre. On essaie d'avoir plusieurs personnes qui ouvrent, qui aient la chance d'ouvrir les portes de sa ferme. Fait que moi, c'est la première année. Puis l'année prochaine, on espère qu'une autre ferme de la Côte-Nord va ouvrir ses portes pour que les gens puissent aller visiter. OK, donc l'année prochaine, ça sera pas ton tour à toi, ça va être le tour à quelqu'un d'autre. C'est ça, puis j'invite une ferme, là, j'invite les gens de la Côte-Nord là, à se parler puis à dire, bien, moi, je lève la main puis je veux que l'année prochaine, ça soit mon tour. Ah, super. Et puis, comment ça se passe ces temps-ci pour le monde de l'agriculture sur la Côte-Nord? C'est toujours difficile, mais ça va quand même bien. Il faut être honnête, là, on tire notre épingle du jeu là, malgré tout. Là, c'est pas facile, mais les gens sont courageux, puis les gens nous encouragent. Faut être honnête, là, les maraîchers, là, ils vendent leur production localement, puis ça les gens sont contents et sont fiers d'acheter les produits de la région.
Et peut-être nous dire quelle question aujourd'hui là, qui revient le plus souvent là, des gens qui visitent ta ferme? On peut-tu toucher aux vaches? On peut-tu les flatter? Sont-ils malines? Non, les gens posent beaucoup de questions, puis c'est pas des questions insignifiantes. C'est des questions, ça les intéresse de comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit. Pourquoi un bâtiment comme ça? Pourquoi que les vaches sont en dedans? Pourquoi que celle-là aboite? C'est le quotidien. Les gens posent des questions, sont vraiment curieux, mais c'est curieux pour s'intéresser, pour apprendre qu'est-ce qu'on fait. Ça ferme ici, nous autres, on garde une centaine de têtes là, dans le Vacheveau. On cultive sur à peu près 75 acres. On a de la forêt, on a 200 acres en bleuet, en copropriété avec un autre actionnaire. Puis, c'est à peu près, grosso modo, là, la production ici là, à Longue-Rive. Est-ce que tu es à ton maximum, on peut dire? Ou... Non, j'ai un projet d'expansion là, pour faire agrandir la terre. Là, on veut faire 200 acres de plus de terrain. Puis, tout dépendant là, avec les normes, là, j'aimerais beaucoup construire d'ici 5 ans un nouveau bâtiment là, un peu plus reculé pour pour être capable de doubler la quantité d'animaux. Là. Bien, ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la région. Ça implante l'agriculture encore plus fortement dans le village. Le 4 septembre dernier à Forestville, une entente relative à la fourniture de services en sécurité incendie avec les municipalités de Colombier, Portneuf-sur-Mer, Longue-Rive, les Escoumins et les Bergeronnes s'est conclue avec le Conseil de la Première Nation des Inuits-Sipites. Et c'est le 9 septembre, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Forestville, que la signature de l'entente s'est finalisée. Écoutons des réactions des conférenciers sur place. Ça vient stabiliser l'entente, les services, le personnel, les investissements aussi. Et c'est une carte importante pour la sécurité du territoire. Donc, quand on fait la promotion de la sécurité du territoire, c'est important de parler de cette couverture de services qui a une garantie sur 10 ans. Et à l'intérieur du 10 ans, on a créé un moment de rencontre annuel, puisque c'est une entente qui est signée sur un horizon de 10 ans, mais sur lequel, annuellement, on veut vraiment avoir des moments d'échange, des moments de rencontre avec la communauté des Sipites pour, de part et d'autre, ajuster notre couverture de services. En fait, l'objectif, c'est comment mieux desservir l'ensemble de la population, tenir compte des réalités, tenir compte du développement aussi sur chacun des territoires. Donc, un moment de partage, un moment de rencontre pour apporter les ajustements nécessaires. La communauté des Sipites est à un pourcentage, 5,13 % des dépenses. Et annuellement, effectivement, ça pourrait être une hausse, ça pourrait être une baisse. Alors, on crée un moment de rencontre pour partager aussi à ce niveau-là les chiffres, les dépenses, les investissements qui sont à faire. Donc, c'est vraiment partie prenante davantage dans cette entente-là, plutôt que la dernière entente qui se renouvelait à chaque année, mais d'une façon beaucoup plus statique. Bien, contrairement à l'autre entente, ce qui est le fun dans celle-là, c'est qu'on est vraiment considérés comme des partenaires. Avant, on était un peu plus comme des clients. Fait que là, on va participer là, à certaines réunions qui vont nous permettre de mieux comprendre l'entente. Fait que on est vraiment joyeux de ça, on est content. Ouais. C'est au niveau du service de police de Sipites qu'on a eu des enveloppes qui ont été disponibles. Ça nous a permis d'acheter ces véhicules-là, puis de la façon qu'on procède tout le temps, fait qu'on essaie de faire du partenariat avec la ville de Forestville, fait qu'on a décidé de prendre ces équipements-là, les mettre à la disposition du service d'incendie, mais autant de la police. Oui, c'est toujours trop. C'est toujours trop. On aimerait pas y aller, pas se déplacer. Malheureusement, la réalité de l'entente intermunicipale puis la région de la Haute-Côte-Nord, pour la forêt, il y a beaucoup de villégiature, il y a beaucoup de touristes aussi, beaucoup de motoneigistes. Il y a eu une hausse marquée dans les dernières années de motoneigistes. Donc, ce qui fait que plus de monde, plus de sorties, malheureusement. Puis c'est réparti à peu près les deux plus gros endroits, c'est Forestville et les Escoumins, où on a le plus de sauvetage. On avait un traîneau d'évacuation en équipement à Forestville depuis de nombreuses années. Par contre, comme Mme Antil disait, le délai faisait qu'on était toujours à au moins 1 heure de plus que maintenant. Avec ce que les Sipites contribuent, on sauve environ 1 heure. Fait qu'1 heure, c'est gros, là. C'est un déploiement. C'est pour ça qu'on est fiers de ça. Puis c'est une grosse amélioration pour la Haute-Côte-Nord. Il ne nous manque pas vraiment grand-chose. C'est surtout d'entretenir les équipements qu'on a. Les exigences de la sécurité incendie, c'est sévère. Donc, ça demande beaucoup d'entretien.
Il y a beaucoup de normes, beaucoup de lois. Donc, c'est plus ça dans les prochaines années qu'on va faire. Beaucoup de mise à jour sur les pompiers aussi. Mais en frein d'équipement, là, depuis les dernières années, toute la route Côte-Nord, toute l'entente intermunicipale, les élus, comme je disais tantôt, ils ont ça à cœur et ils savent qu'on doit investir là-dedans, puis ils ont investi. Donc, moi, je vous dirais que dans les prochaines années, c'est pas vraiment d'équipement neuf qu'on a besoin, c'est surtout d'entretenir ce qu'on a présentement. Aujourd'hui, avec le schéma de couverture de RICS, c'est une obligation. Il faut qu'on ait des brigades de pompiers qui sont capables d'intervenir en dedans là, de tant de minutes par municipalité. Puis ça prend beaucoup de formation. Fait que c'est dur d'avoir des pompiers qui sont là parce que ça demande gros. Le chef, le directeur, M. Bouchard, le disait tout à l'heure, il fait un travail excellent d'ailleurs. Et puis c'est dur de recruter. Fait qu'on n'a pas le choix d'unir nos ressources. Puis avec l'entente de Forestville, quand on a débuté, il y a eu un travail rigoureux qui était fait du côté de la ville de Forestville aussi, puis du côté de tous les intervenants dedans là, pour réduire les coûts d'opération. Fait que nous, on est satisfaits. Le fait qu'on ait ICIPIT avec nous aux Escoumins, parce que ICIPIT contribue aux immobilisations. C'était le cas pour la construction de la caserne. Ça nous a permis d'avoir une caserne là, qui est au goût du jour, avec tout l'équipement nécessaire aussi. Pour la recherche en forêt aussi, le sauvetage en forêt, la contribution des CIPIT, c'est gros parce qu'on a un territoire qui est vaste. On a de plus en plus de villégiateurs qui viennent sur nos territoires. Puis le fait qu'on est bien équipé, ça sécurise notre population puis tous les visiteurs qui viennent nous visiter aussi. La campagne de vaccination contre les virus respiratoires COVID-19 et la grippe débutera le 16 octobre dans les cliniques de vaccination du CIS de la Côte-Nord et dans les centres de santé autochtones. La vaccination est disponible sur rendez-vous seulement en utilisant la plateforme Clic Santé ou par téléphone au 1-844-407-0967. Les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe peuvent être reçus au même moment. Lors de la prise de rendez-vous, vous serez invité à spécifier quel vaccin vous souhaitez recevoir. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifiera ses interventions du 11 au 17 octobre 2024 dans le cadre de l'opération nationale concertée visant la distraction au volant et les comportements imprudents. Une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter le code de la sécurité routière et d'adopter des comportements prudents en tout temps. C'est sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » que se déploiera à nouveau cette campagne. Le Jeune Barreau de Montréal est fier d'annoncer la 43e édition de sa clinique juridique téléphonique qui se tiendra les 19 et 20 octobre prochains. Durant cette fin de semaine, avocats et avocates et notaires offriront bénévolement des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population du Québec dans le but de favoriser l'accès à la justice pour tous. Qu'il s'agisse de questions relatives au logement, au travail, à la famille, à l'immigration ou à d'autres domaines du droit, la clinique juridique téléphonique permet aux citoyens et citoyennes de bénéficier d'un accès direct et gratuit à des professionnels du droit. Ces juristes bénévoles répondront avec bienveillance et expertise aux préoccupations juridiques, offrant ainsi des réponses claires et des orientations adaptées à chaque situation. La population peut appeler au 1-844-779-6232. Au Centre des Arts sera présentée la pièce de théâtre Deux femmes en or le 15 octobre prochain dès 20h. La pièce raconte l'histoire de Violette en congé de maternité et tentée par un bruit étrange qu'elle semble seule entendre. Florence, en arrêt de travail, a pour sa part décidé de suspendre sa prise d'antidépresseurs. Nouvellement amie, flanquée de conjoints absents, infidèles, elle décide de briser la monotonie du quotidien et de prendre en main leur propre plaisir. Tout de suite après le bulletin, ne manquez pas la première de notre nouvelle émission Sur ma liste,
où je vous fais découvrir Tadoussac à ma façon. C'est à ne pas manquer. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.